One Piece récapitulatif numéro 11, le royaume de Drum. Alors que les Mugiwara quittaient Little Garden et s'apprêtaient à filer droit vers Alabasta, Nami est tombée gravement malade et se retrouve clouée au lit avec plus de 40 degrés de fièvre. Mais dans le même temps, ils apprennent grâce à un journal que la situation s'empire au royaume de Vivi, puisque 300 000 soldats de l'armée royale sont passés dans le camp de la rébellion, leur permettant ainsi de prendre l'avantage numérique avec 600 000 rebelles contre 400 000 soldats. La situation est donc critique, et les Mugiwara ne savent pas s'ils doivent chercher un médecin dans une île voisine, ou se dépêcher de parcourir les 5 jours de voyage jusqu'à Alabasta pour venir en aide au peuple de Vivi. Mais la princesse fait parler sa sagesse. Sans Nami, ils mettront bien plus de temps pour allier Alabasta, et la méthode la plus rapide est donc de trouver un médecin. Ils décident donc de changer leur cap pour trouver une île, bien qu'il n'ait ni Logpost ni Eternal Post pour se guider. Quelques temps plus tard, alors qu'ils traversent un épisode neigeux, ils sont attaqués par un navire submersible dirigé par Wapol, l'ancien roi du royaume de Drum, qui a par ailleurs mangé le fruit du glouton. Il a ainsi le pouvoir de manger tout et n'importe quoi, pour ensuite restructurer son corps avec ce qu'il a avalé. Il a abordé les Mugiwara avec ses soldats pour leur prendre un Logpost ou un Eternal Post, pouvant le ramener à son royaume. Mais comme les Mugiwara n'ont jamais entendu parler de Drum, Wapol se contente de manger leur bateau. Les pirates se rebellent logiquement et attaquent ses hommes, mais Luffy se fait gober par Wapol. Heureusement, ses bras sont restés dehors et il envoie voler l'ancien roi avec un Gom-Gom bazooka. Les hommes de Wapol repartent alors sur leur bateau pour aller le repêcher. Le lendemain, les Mugiwara atteignent miraculeusement le royaume de Drum, une île hivernale où il neige en permanence. Comme d'habitude, ils décident d'entrer dans les terres en remontant une rivière, mais en arrivant à proximité du premier village, ils sont très mal accueillis par la garde civile, qui leur tire même dessus. Les pirates décident de ne pas répliquer et les supplient même à genoux de leur ramener un médecin. Voyant que ce ne sont pas de mauvais pirates, Dalton, le chef de la garde civile, qui possède au passage le Zwan du Bison, accepte qu'ils viennent dans leur village, mais les prévient. Il ne reste plus qu'un médecin sur l'île. N'ayant pas vraiment le choix, les Mugiwara et Vivi décident de suivre Dalton, en laissant Zoro et Kalu garder le Going Merry. Une fois arrivés au village de Big Horn, Dalton explique la situation de l'île à ses invités. Jusqu'à il y a quelques mois, le pays était dirigé par le tyrannique roi Wapol, mais le royaume a été ravagé par 5 pirates, dirigés par le redoutable Barbe Noire. Voyant qu'il ne pourrait pas lutter, Wapol a décidé d'abandonner son royaume et son peuple, et a fui en mer avec ses plus fidèles hommes et sa horde de médecins. En effet, il y a plusieurs décennies, le royaume de Drum était connu pour concentrer un grand nombre de médecins mondialement connus. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Wapol a décidé de transformer son royaume en dictature, et a regroupé dans son château les 20 meilleurs médecins de l'île, appelés Toubib 20, puis fait exiler tous les autres médecins de l'île. Ainsi, lorsque les villageois tombaient malades, ils étaient obligés de supplier leur roi de les laisser consulter ses médecins personnels, empêchant ainsi toute envie de rébellion. Mais un médecin a continué d'exercer pendant toutes ces années, en échappant à la chasse aux médecins de Wapol, le docteur Kurea, une femme de 139 ans qui vit maintenant dans l'ancien château du roi, situé au sommet de la plus haute montagne de l'île. Maintenant que les Toubib 20 ont quitté l'île avec le roi, elle est le dernier espoir des Mugiwara pour sauver Nami du mystérieux mal qui la cloue au lit. Mais malheureusement pour eux, les villageois n'ont aucun moyen de la contacter, et elle ne descend au village que lorsqu'elle a besoin de faire le plan de provisions, se faisant ainsi payer ses consultations providentielles en vivres, alcool ou produits ménagers par exemple. De plus, les téléphériques permettant d'accéder facilement au château sont hors d'usage depuis le départ de Wapol. Ne pouvant pas attendre qu'elle descende au village, Luffy décide de partir gravir la montagne en portant Nami sur son dos, accompagné de Sanji. Mais Dalton apprend finalement par un villageois que le docteur Kurea vient de descendre au village voisin de Kokoa-Weed. Malheureusement, Luffy et Sanji sont déjà trop loin pour être avertis, et Usopp, Vivi et Dalton décident donc de partir pour Kokoa-Weed pour demander au docteur de rentrer chez elle afin d'attendre leurs amis. Pour Luffy et Sanji, le trajet s'avère plus compliqué que prévu. Tout d'abord parce que l'épaisse quantité de neige les empêche de progresser efficacement, mais aussi parce qu'ils sont attaqués par une horde de lapins des neiges vraiment peu commodes. De leur côté, Usopp et Vivi sont arrivés trop tard à Kokoa-Weed, puisque le docteur est déjà reparti. Dalton est alors informé que Wapol a réussi à retrouver l'île et qu'il s'en prend aux habitants de Big Horn. N'ayant pas de temps à perdre, il fait donc demi-tour à toute vitesse en se transformant en bison grâce à son fruit du démon, et laisse Usopp et Vivi rentrer par eux-mêmes. Luffy, Nami et Sanji ont finalement réussi à passer la horde de lapins des neiges, mais le cuisinier ne s'en est pas sorti indemne, et Luffy se retrouve à devoir escalader la falaise de plusieurs kilomètres en portant Nami et Sanji. À Big Horn, Dalton a atteint Wapol et ses fidèles avant qu'ils ne fassent trop de dégâts, et parvient même à trancher son ancien roi de son épée circulaire. Mais les Toubib 20 de Wapol le remettent sur pied en un clin d'œil. On apprend alors que Dalton a longtemps été sous les ordres de Wapol, et qu'il servait même son père avant lui. Mais face à la politique tyrannique de son roi, il a décidé d'arrêter de le servir. Grâce à la forme hybride de son Zoan, il parvient facilement à mettre KO les soldats lambda de Wapol, mais Chess le connaît que trop bien, et ne panique pas, bien au contraire. Lorsque les habitants des autres villages arrivent pour épauler Dalton, Chess tire 3 flèches dans leur direction. Pour les sauver, le chef de la garde civile se met sur la trajectoire des flèches, et se fait transpercer le corps. Wapol apprend alors que celui qui l'a humilié en mer se dirige vers son château, et part dans sa direction grâce à un hippopotame des neiges pour se venger, en laissant Dalton pour mort.
Vivi et Usopp, quant à eux, sont tombés miraculeusement sur un Zoro complètement désorienté. Oui, il était censé garder le Going Merry, mais il a voulu se baigner dans la rivière glacée, il y a vu des poissons, il a décidé de les suivre, et évidemment, quand il est sorti de l'eau, le Going Merry était hors de vue, et donc il s'est perdu en essayant de le retrouver. Il est donc bien chanceux que ses deux compagnons soient tombés sur lui, surtout que du coup, il se retrouve torse et pieds nus dans ce froid glacial. Au bout de plusieurs heures, Luffy a enfin atteint le sommet de la montagne et s'effondre de fatigue devant le majestueux château. Dans le même temps, Vivi, Usopp et Zoro sont arrivés à Big Horn. Mais ils apprennent que les villageois sont en conflit contre les soldats de Wapol, qui refusent qu'ils viennent en aide à Dalton, encore transpercé par les 3 flèches de Chess. Zoro attaque les soldats, récupère un manteau au passage, et les villageois secourent ainsi Dalton. Les Two Big 20, encore dans les parages, décident de profiter de l'absence de Wapol pour opérer le chef de la garde civile. Au château, le docteur Kureha et son assistant Chopper ont recueilli les 3 Mugiwara et leur prodiguent les premiers soins. En effet, la maladie de Nami était en fait due à une piqûre de tique venimeuse présente sur Little Garden, et elle serait morte 2 jours plus tard s'il n'avait pas trouvé de médecin compétent. Même si elle se sent déjà beaucoup mieux, elle doit tout de même rester alitée, tout comme Sanji qui s'est brisé 6 côtes et fêlé la colonne vertébrale dans leur péripétie. Luffy était également en sale état puisqu'il se retrouvait couvert d'engélures après avoir rapidement perdu son manteau dans l'ascension de la montagne. Mais les deux jeunes hommes ne peuvent tenir en place et s'amusent à courir après Chopper, intrigués par son drôle de corps. Et oui, l'assistant de Kureha est en fait un renne au nez bleu qui a mangé le Zoan de l'humain, mais celui-ci est très timide et déteste les humains. En effet, Chopper est loin d'avoir un passé facile, puisque déjà dans son enfance, il était laissé pour compte par sa harde de reine à cause de son nez bleu atypique. Et ça s'est empiré il y a 6 ans lorsqu'il a mangé le fruit de l'humain, puisqu'il s'est alors fait chasser par ses congénères. Il a ensuite cherché refuge chez les humains en utilisant la forme animale de son Zoan, et malheureusement pour lui, il était clairement différent des villageois qui l'ont alors pris pour un yeti et chassé de leur village. Couvert de blessures, il a finalement été soigné et recueilli par le docteur Iluluk. Ce drôle de personnage était un charlatan qui tentait de soigner les villageois pendant la chasse aux médecins. Mais même si à l'époque il était le seul médecin avec le docteur Kureha à toujours exercer dans les villages, sans être sous la coupe de Wapol, il n'était pas pour autant apprécié des villageois, loin de là. En effet, ces patients se retrouvaient souvent avec des complications bien plus graves que leur maladie initiale, et en plus de ça, le docteur Iluluk extorquait les villageois, se faisant ainsi chasser à la fois par les civils et par les soldats. Malgré tout, il poursuivait un rêve et menait des recherches depuis 30 ans pour l'atteindre. Trouver un remède qui soignerait toutes les maladies du monde. En effet, 30 ans auparavant, alors qu'il vivait dans un autre pays, Iluluk était un célèbre voleur, mais il fut atteint d'une maladie cardiaque que tous les plus grands médecins qualifiaient d'inconnue et donc d'incurable. Mais un jour, il passa devant une montagne recouverte de cerisiers en fleurs et eut le souffle coupé. Il découvrit ensuite que sa maladie avait guéri. Depuis ce jour, Iluluk cherche à trouver le remède qui l'avait autrefois sauvé, persuadé que les émotions peuvent guérir toutes les maladies. Mais un an après avoir trouvé Chopper, et alors qu'ils avaient vécu ensemble de nombreux moments forts, Iluluk lui demanda de partir et de prendre la mer comme les pirates, lui expliquant qu'il était maintenant guéri de ses vieilles blessures. Évidemment, Chopper s'était attaché à son sauveur et refusa de partir, mais Iluluk le mit à la porte de force. Il alla ensuite voir Kureha. Effectivement, il avait de nouveau contracté une maladie mortelle, et même avec les soins miraculeux de son ami et confrère, il ne lui restait que 3 semaines à vivre. Il ne voulait donc pas que le jeune reine le voie ainsi. Cependant, Chopper écouta à la porte de Kureha et se mit en tête de soigner le charlatan et partit ainsi pour un long voyage dans la montagne pour trouver un remède. Dans le même temps, une rumeur circulait dans les villages disant que les Two Big 20 étaient tous malades, et les villageois ne pouvaient donc plus aller se faire soigner. Une semaine plus tard, après avoir traversé de nombreuses épreuves, Chopper revint chez Iluluk avec un champignon censé le guérir. Iluluk mangea ce champignon avec une soupe, et au même moment cette dernière recherche portait ses fruits. Il réussit à créer la poudre censée soigner le cœur malade du pays, selon ses dires. Il soigna à son tour les blessures de Chopper, et alla une nouvelle fois chez son ami Kureha avec sa poudre. Il lui confia le résultat de ses recherches en lui expliquant que la quantité de poudre était trop faible pour faire fleurir des cerisiers, et demanda donc à Kureha d'accomplir son souhait le plus cher, mais également d'enseigner la médecine à Chopper. La centenaire s'énerva et le jeta à la porte, ne comprenant pas pourquoi il lui demandait déjà tout ça alors qu'il lui restait 2 semaines à vivre. Pour comprendre ce qu'il mijotait, elle se rendit alors chez lui, et, constatant qu'il n'était pas rentré, elle demanda à Chopper où il était parti. Le reine lui expliqua que comme il l'avait soigné grâce à la soupe de champignons, il était sans doute parti faire des consultations au village. Mais Kureha reconnut tout de suite le champignon qui était censé avoir guéri Iluluk. C'était un champignon vénéneux. En effet, après avoir compris que son seul ami était malade, Chopper était rentré chez eux et avait vu ce champignon dans un bouquin avec une petite tête de mort à côté. Pour n'importe quel humain, une tête de mort signifie quelque chose de mortel. Mais pour Chopper, c'était simplement le symbole des vaillants pirates qu'Iluluk admirait tant. Il crut donc que c'était un remède magique. Bien sûr, le charlatan savait que ce remède le tuerait en seulement quelques heures, mais, touché par la bonté de Chopper, il avait accepté le remède. La dernière chose qui restait à faire à Iluluk était donc de sauver les Two Big 20 malades. Mais lorsqu'il arriva au château, il comprit qu'il était tombé dans un piège.
Les médecins n'avaient jamais été malades. Cependant, au lieu d'être triste ou énervé, Iluluk fut simplement soulagé que le pays ne soit pas en danger, et, avant de mourir, il demanda aux hommes de Wapol de ne pas faire de mal à Chopper, qui allait arriver fou de rage. Son attitude toucha Dalton, qui arrêta la rage de Chopper avant qu'il commette l'irréparable en attaquant quelqu'un. Suite à ça, Dalton fut d'ailleurs enfermé puis renvoyé du château pour avoir laissé Chopper partir. Retour au présent. Très vite, Luffy et Sanji comprennent que ce drôle d'assistant a un grand cœur et qu'il correspond complètement à leur bande d'énergumènes. Ils se mettent donc en tête de le recruter dans leur équipage. Mais l'ambiance légère du château se tend lorsque Wapol et ses bras droits arrivent au sommet de la montagne grâce à l'hippo poilu et s'en prennent aux nouveaux résidents du château. Mais le duel avec Luffy est toujours autant déséquilibré et le capitaine des Mugiwara commence par envoyer valser Wapol d'un coup de poing monstrueux. Heureusement pour l'ancien roi, l'hippo poilu se trouvait sur la trajectoire de son vol plané et est donc éjecté de la montagne à sa place. Wapol se relève alors et utilise le pouvoir de son fou du démon pour transformer son corps avec les canons et maisons qu'il a mangés dans la journée. Suite à ça, il mange ses deux bras droits, puis le recrache une fois fusionné, laissant place à Chess Marino, qui n'est pas plus terrifiant que les deux mecs de base. À Big Horn, les Toubib 20 ont remis Dalton sur pied, et tout ce petit monde se dirige vers le château pour en finir avec Wapol, grâce au téléphérique secret qu'utilise Korea pour descendre et remonter la montagne. Pendant ce temps-là, le combat atteint son paroxysme au château. En effet, Chopper affronte Chess Marino et a recours à une arme surprenante, la Rumble Ball. Cette pilule de sa création permet à Chopper d'utiliser non pas 3 transformations comme tous les possesseurs de fou du démon de type Zoan, mais bien 7 formes, avec chacune ses particularités, même si ça ne dure que 3 minutes. Par exemple, il peut facilement éviter les attaques adverses avec le Jumping Point, encaisser des coups sans broncher avec le Guard Point, ou porter des coups puissants grâce au Arm Point, ce qu'il fait d'ailleurs pour mettre son adversaire KO. Mais pendant ce temps-là, Luffy était tellement fasciné par le combat de Chopper qu'il en a oublié Wapol. L'ancien roi en a alors profité pour rentrer dans son ancienne demeure. Luffy le prend en chasse, et malgré quelques attaques sournoises de Wapol, il finit par le coincer sur le toit du château, puis l'envoie voler à l'autre bout du pays avec un Gom Gom Bazooka d'anthologie, finissant ainsi leur combat comme il l'avait commencé. Dalton, les villageois et le reste des Mugiwara arrivent finalement au château et constatent qu'ils sont enfin libérés de la tyrannie de Wapol. Malgré quelques réticences, Chopper accepte finalement d'intégrer l'équipage des Mugiwara en tant que médecin de bord, et les pirates repartent ainsi de l'île. Korea célèbre ses adieux en faisant tirer de grandes quantités de la poudre créée par Iluluk grâce au canon du château, créant ainsi un magnifique feu d'artifice rose. Mais alors que leurs sauveurs atteignent le large, un villageois montre à Dalton la vie de recherche de Luffy. Le chef de la garde civile en rit, mais demande au villageois où il l'a trouvé. Le villageois lui explique qu'il s'est rappelé qu'il y a environ une semaine, un homme nommé Ace est arrivé à un des villages de l'île et a expliqué qu'il était à la poursuite de Barbe Noire et ses hommes. Et lorsqu'il apprit qu'ils étaient déjà partis, il donna l'avis de recherche de Luffy aux villageois et leur demanda de lui dire qu'il l'attendrait pendant 10 jours à Alabasta. Malheureusement, avec tout ce remue-ménage, le villageois a oublié de prévenir les Mugiwara. Le personnage le plus important de cet arc est bien sûr Chopper, le nouveau médecin de l'équipage. Du fait qu'il soit jeune, mais aussi qu'il ait finalement connu que très peu d'humains, Chopper a le traitement d'un enfant, dans le sens où il est très naïf, timide et insouciant. Pour autant, il est très intelligent et possède énormément de connaissances en médecine, grâce à l'enseignement du docteur Korea. Ses nouveaux amis n'ont donc plus à s'inquiéter de devoir trouver un médecin en urgence en cas de pépin. De plus, il a un très grand cœur et s'emporte facilement si un personnage s'en prend à quelqu'un de plus faible. Il manque d'expérience mais se débrouille très bien en combat grâce à son fouet du démon de l'humain. Comme vous l'avez compris, son apparence quotidienne est celle de la forme hybride, mais en combat, il peut utiliser jusqu'à 7 formes différentes avec chacune une caractéristique avantageuse grâce à sa Rumble Ball. Comme chaque Mugiwara, il possède également un rêve très ambitieux. Il souhaite trouver un remède qui pourra guérir toutes les maladies du monde. Il compte ainsi poursuivre le rêve presque utopique de son mentor et premier ami, le défunt docteur Iluluk. A noter également que comme Chopper est un renne, il peut parler avec tous les animaux, ce qui s'avérera parfois très utile. Par contre, ce qui est assez unique avec Chopper, c'est qu'on connaît déjà tout son passé, et donc nous ne reviendrons pas dessus dans la prochaine partie. Un autre point important de l'arc, c'est l'évocation de la rêverie. En effet, je n'en ai pas parlé dans la partie résumée, mais lorsqu'on apprend que Dalton était auparavant un des meilleurs hommes de Wapol, on a un petit passage où il raconte s'être rendu à la rêverie, qui est une réunion des dirigeants des différents royaumes de One Piece sous la protection du gouvernement mondial. Dans notre monde, ce serait un peu l'équivalent d'un G20. Je vous passe les détails assez anecdotiques de ce flashback, parce que si je vous parle de cette réunion de la royauté, qui a toujours lieu à Marijois, la terre sainte des nobles, c'est surtout parce que la prochaine rêverie bouleversera l'équilibre du monde par son déroulement et les décisions qui y seront prises. En effet, on apprendra par la suite que cette réunion n'a lieu que tous les 4 ans, et donc la prochaine aura lieu dans 2 ans, soit dans 750 chapitres. Ce qui, vous vous en doutez, laissera bien assez de temps aux Mugiwara pour faire parler d'eux auprès des plus hautes instances du gouvernement mondial. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec la rêverie, c'est d'abord qu'elle permet la réunion des différents dirigeants qui auront croisé les Mugiwara, puisqu'on aura par exemple l'occasion de revoir Vivi et son père, Dalton, qui aura entre-temps été élu roi du nouveau royaume de Drum,
Wapol également, qui va réussir à fonder un nouveau royaume entre-temps, et bien d'autres encore que nous n'avons pas encore rencontrés. Mais la rêverie est surtout intéressante parce qu'elle met parfaitement en valeur toute la richesse de One Piece, qui se construit au fur et à mesure de l'épopée des Mugiwara. Concrètement, elle donne des informations sur l'ensemble de la géopolitique de One Piece, et sur les mesures que prennent le gouvernement mondial et la marine en fonction des différents événements dans le monde. Ainsi, ça permet d'initier ou de développer des intrigues qui s'étalent sur plusieurs sagas, comme celle de Shanks, Mihawk ou Dragon par exemple. Ce qui nous le montre dès cet arc, c'est justement que Dragon était déjà un des sujets principaux de la rêverie d'il y a 6 ans. Mais pour rentrer dans le détail, nous allons passer à la rubrique suivante. Et oui, dans ce flashback, nous n'avons qu'une case d'information sur Dragon, et pourtant elle implique bien des questions. On apprend ainsi que Dragon était un révolutionnaire en puissance qui inquiétait déjà l'ensemble des royaumes du gouvernement mondial sur la portée de ses actions à moyen terme. Et le moyen terme, ça tombe justement sur le présent actuel. Au vu de son apparition à Lockton, on comprend que Dragon est toujours hors de contrôle du gouvernement mondial, et qu'il est donc probablement l'un de ses principaux ennemis actuellement. On peut donc bien sûr s'interroger sur ses motivations, les idées qui l'animent, les méthodes qu'il utilise, la taille de son organisation, etc. Mais à vrai dire, tout ça n'a pas vraiment d'importance vu l'avancée actuelle des Mugiwara. Enfin ça, c'est ce qu'on se dirait s'il n'était pas venu sauver Luffy à Lockton. Et oui, ce qui intrigue le plus, c'est pourquoi un homme aussi influent et souhaitant visiblement renverser le gouvernement mondial s'est-il donné la peine de venir sauver la vie d'un pirate sur la plus faible des mers mineures. Malheureusement, à ce moment-là de l'histoire, absolument rien ne permet de répondre à cette interrogation, et nous allons donc devoir passer au questionnement suivant. Et oui, cet arc, même si ce n'est pas du tout évident sur le moment, il introduit deux personnages au moins aussi emblématiques que Dragon, Barbe Noire et Ace. Tout ce qu'on sait sur Barbe Noire, c'est qu'il semble diriger un équipage de 5 hommes, qui semble particulièrement puissant, puisque Wapol n'a même pas essayé de l'affronter. Alors certes, l'ancien roi de Drum est un lâche, toujours est-il qu'il n'a jamais fui devant Luffy, ou même été effrayé, et on peut donc se dire que ce Barbe Noire est clairement d'un tout autre niveau que celui des Mugiwara. Et puis, Barbe Noire est un nom, ou plutôt un surnom, loin d'être anodin. En effet, l'auteur Eiichiro Oda utilise beaucoup de références pour créer ses personnages, mais elles sont souvent assez cachées. Celle-ci par contre saute aux yeux. Barbe Noire est probablement le nom de pirate le plus connu dans notre culture, et ça reflète donc l'importance qu'aura ce personnage. Pour le moment, nous avons très peu d'informations sur lui et nous ne connaissons même pas ses motivations, mais nous en saurons déjà plus lorsque les Mugiwara rencontreront Ace. Ce personnage à la poursuite de Barbe Noire est pour le moment tout autant énigmatique, voire plus, étant donné qu'il connaît Luffy et que ça semble réciproque. Bon, je vais pas m'étaler dessus parce qu'il recroisera les Mugiwara à Alabasta, étant donné qu'il va y rester 10 jours, et donc nous aurons plus de billes pour en parler dans le prochain épisode. Nous allons donc terminer par un petit mot sur Gold Roger, que nous allons maintenant appeler Goldie Roger. Et oui, à la fin de l'arc, lorsque Kureha lit à son tour l'avis de recherche de Luffy, elle demande à Dalton s'il connaît un certain Goldie Roger. Dalton lui dit que oui, comme tout le monde, mais qu'il s'appelle Gold Roger. Ce à quoi la vieille docteur répond « Ah bon, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant ». Puis ajoute « Alors comme ça, la volonté du dit se perpétue ». Cette conversation un peu bizarre au premier abord montre plusieurs choses. D'abord, selon Kureha, qui a déjà bien vécu, le roi des pirates s'appelle en réalité Goldie Roger. La différence, vous l'avez remarqué, est ce dit qui se détache et qui fait immédiatement écho à Monkey D. Luffy. D'ailleurs, elle l'a bien remarqué puisque c'est en voyant son nom complet qu'elle parle de volonté du dit. Souvenez-vous, dans le One Piece Recap numéro 7, j'avais déjà évoqué la volonté, qui est une notion très importante dans One Piece, lorsque je vous disais que Luffy avait eu la même attitude devant la mort que l'ancien roi des pirates. On en apprendra plus sur cette volonté du dit plus tard, notamment lorsqu'on découvrira que d'autres personnages possèdent ce dit dans leur nom, et donc j'y reviendrai vraiment en détail à ce moment-là. Par contre, je vous laisse vous demander pourquoi ce dit, dans le nom de Goldie Roger, a été plus ou moins caché dans la culture populaire des habitants du monde de One Piece. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc du Royaume de Drum. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.